On va parler de la sélection d'astronautes, dont je me suis occupé aussi, si ça vous intéresse, cette année, et qui va voir arriver une nouvelle promotion d'astronautes comme nous, on l'a fait il y a de ça maintenant plus de 10 ans. Donc en novembre de cette année, on devrait avoir une nouvelle promotion. Il y a eu beaucoup de candidats, dont beaucoup de Français, Françaises, beaucoup de filles. Donc ça, c'est très bien. Et ça me fait chaud au cœur. Premier tir non habité cet été, premier tir habité sans aller autour de la Lune, sans se poser, sans descendre, 2024, ensuite 2025, 26, 27, des vols habités vers la Lune, dans lesquels l'Europe et l'Agence spatiale européenne auraient voix au chapitre. Et on se donne des exigences dès la conception. En fait, des missions spatiales à l'ESA, on a un service, un département, je sais pas comment on dit, qui s'appelle Clean Space, qui est là pour faire en sorte que notre impact sur l'environnement il soit minime. Ça va évidemment utiliser des peintures, tu vois, qui sont pas toxiques. Il y a toutes les thématiques qui sont dedans. Mais évidemment, le plus gros morceau, c'est les débris spatiaux pas ancrés. Donc ça veut dire qu'on prévoit les fins de vie des satellites et des missions avec assez de carburant. Et ça a un coût. On garde un peu de carburant à la fin pour pouvoir désorbiter les véhicules et les faire brûler dans l'atmosphère, pas laisser des choses derrière nous. Donc ça, pas créer de débris. Les premiers étages de fusée, tous ces trucs-là. Et aussi, on a des projets pour récupérer des débris. Alors, récupérer des débris, c'est compliqué parce que tout ça vole à des vitesses très très rapides. Il faut imaginer, c'est quand tu n'es pas sur la même orbite, en fait, et que tu peux te croiser, c'est comme si deux balles de fusil se croisaient. Mais c'est beaucoup plus rapide que des balles de fusil, les vitesses de satellite sur orbite. Donc, tu vois, arriver d'une orbite, capturer quelque chose qui passe à la vitesse de 10 fois une balle de fusil de manière perpendiculaire, c'est quand même pas simple. Mais on y travaille, il y a des projets avec des filets, des technologies, etc. La station spatiale, qu'est-ce qu'on y fait? On s'est mis au travail tout de suite, il n'y a pas de pause. En plus, nous, on était un équipage de vétérans. Tout le monde y était déjà allé au moins une fois. Donc, directement, on s'est mis au travail. Normalement, il y a un petit temps d'adaptation. Et le travail, c'est d'abord assurer sa présence à bord. C'est comme dans tous les environnements extrêmes, comme dans un sous-marin, comme dans une base polaire. La première chose qu'on fait, c'est l'entretenir, bricoler, réparer, faire en sorte que tout marche bien, en fait. Ça nous prend, un quart peut-être de notre temps, pendant lesquels on fait tout ce qu'on est plombier, on est chauffagiste, on est électricien, évidemment aidé par le centre de contrôle. Une autre chose qu'on fait beaucoup dans la station, c'est entraîner son propre corps. On a dit tout à l'heure, perte musculaire. On n'a pas besoin de servir de ses muscles dans la station pour se déplacer. Tout est hyper facile, on flotte. C'est comme si on était couché tout le temps. C'est l'équivalent. Et du coup, on perd de la musculature, on perd de la masse osseuse. Si on faisait rien, on rentrerait sur Terre en très mauvais état. Donc, il y avait les Jeux Olympiques spatiaux. Au sol, il y avait les Jeux Olympiques de Tokyo. Mon collègue Aki, japonais, avait emmené la flamme olympique à bord de la station et le passation de pouvoir se faisait entre Tokyo et Paris. Il m'a passé à moi la flamme olympique dans la station spatiale. Et évidemment, on a fait nos propres Jeux Olympiques. La mission, pour ces sorties extravéhiculaires, c'était vous voyez ces espèces de deux rouleaux là qui sont en face de moi, verticaux. Ça, c'est des panneaux solaires. En fait, on va les déplier et les dérouler, et ça va nous faire des panneaux de 17 mètres pour améliorer le système de la station spatiale. Là, vous voyez au bout du bras robotique attaché par les pieds en train de tenir ces panneaux. Alors, dit comme ça a l'air de rien, mais je peux vous dire que c'est pas hyper rassurant parce que quand le bras robotique fait 17 mètres, il faut déjà pas avoir le vertige. Il y a 400 km de vide en dessous et on tient un truc de 400 kg. Donc, le seul truc qu'il a envie de faire, c'est de partir en fait. On est toujours obligé de le contrôler parce qu'il a pas de poids, mais il a beaucoup d'inertie. Ça veut dire s'il part dans un sens, on va pas arriver à le rattraper. Donc, on l'a emmené tout au bout de la station, 70 mètres du sas. Donc, on est vraiment allé loin. On appelait ça le Far West en fait là-bas parce que il y avait plus rien pour s'accrocher avec les mains. C'était vraiment un petit peu spécial. Et là-bas, on a essayé d'aller installer ces panneaux solaires. Ça a duré 7 heures et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'on n'avait pas prévu initialement que la géométrie du panneau solaire, d'habitude tout est prévu dans le spatial, et là malheureusement ça coinçait un petit peu, on a dû rentrer, trouver une autre solution, ressortir quelques jours après, et là finalement on est arrivé à les dérouler. Vous voyez, nous on est les petits scaphandres qui sont au pied du panneau, vous voyez la taille, et ça on l'a porté à bout de bras quand même à l'extérieur de la station, et là vous voyez les panneaux, il n'y en a plus sur la palette, ils sont installés, on a réalisé la mission. Ça, on a fait 3, c'était de loin le truc le plus difficile que j'ai fait de ma vie. Mais ça a marché finalement. Non, mais c'est pas... Depuis la cupola, là, qui est notre fenêtre d'observation panoramique, on voit la Terre sous toutes ses coutures. On a un paysage qui change extrêmement rapidement. On va à 8 km par seconde. Donc, ça veut dire que Paris, New York, c'est 10 minutes. On fait un tour de la planète en 1h30 à peu près. Et on voit tout. Ici, c'est les Bahamas.
Les Bahamas, c'est hyper reconnaissable. Il y a des centaines de kilomètres de sable bleu, là, enfin de sable blanc sous l'eau, donc qui fait cette lumière bleue des mers du Sud. Ça, c'est le spectacle classique. On regarde par la fenêtre, on voit un coucher de soleil sur l'océan Pacifique avec cette lumière rasante qui est très très jolie. Et là, un beau jour d'octobre, début octobre, le 4, je crois, ou le 6 octobre 2021, cette cérémonie pour laquelle on a tous mis nos beaux polos bleus, c'est la passation de pouvoir, entre guillemets, entre Aki Yoshide, qui était le commandant de l'expédition 65, et moi qui suis devenu le commandant de l'expédition 66. On a eu un changement d'équipage, on a d'autres membres d'équipage qui nous ont rejoints. Voilà, merci. 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 À bientôt.